Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace, donc réalisé en public à la Cité internationale universitaire en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon. Et pour parler astéroïdes, défense planétaire et comment protéger la Terre des cailloux qui la menacent. En compagnie de mon invité, Patrick Michel. On va se tutoyer parce qu'on est amis, il faut bien vous avouer, depuis longtemps. Patrick est directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Tu es responsable de l'équipe TOP, c'est-à-dire théorie et observation en planétologie. Tu es depuis peu professeur au département d'innovation et engineering de l'Université de Tokyo, avec une longue histoire, une forte implication dans les missions spatiales Hayabusa 2 et MMX de la JAXA, donc l'agence japonaise pour l'exploration spatiale. Tu es le responsable scientifique de la mission Hera en développement à l'ESA, donc, qui sera lancée en 2024 pour contribuer au premier test de déviation d'un astéroïde en coopération avec la mission DART de la NASA, dont tu es aussi membre. Et tu es le coordinateur du projet NEOMAP, financé donc par la Commission européenne pour contribuer à l'étude de ce qu'il faudrait faire pour protéger la Terre des cailloux qui nous menacent. Vaste programme et je dirais enthousiasme formidable, parce que depuis Astérix et Obélix, tout le monde a retenu que la seule chose que craignaient les Gaulois vraiment, c'est que le ciel ne tombe sur la tête. Depuis quand est-ce que tu dates la concrétisation de cette idée, de cette histoire, de ce mythe en transformation comme une question scientifique? Alors, bonsoir à tous. Alors, c'est une excellente question, effectivement. Alors, on ne va pas vous faire peur avec ces histoires. Vous allez voir qu'on est en train de se préparer avec enthousiasme à l'arrivée d'un astéroïde, probablement quand on ne sera plus là. Mais il y a plusieurs étapes à franchir. Et effectivement, cette idée qu'il y avait une vraie menace, elle a mis du temps à venir parce qu'on avait des météorites qui nous venaient dessus, mais ça n'a pas vraiment généré de prise de conscience qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. En fait, c'est les cratères sur la Lune qui étaient, pour la majorité des scientifiques, en fait, des volcans. Donc, on se disait, voilà, on a une Lune, il y a des volcans. Sur Terre, on n'expérimente pas, heureusement, des impacts tout le temps. Et c'est quand les astronautes des missions Apollo ont ramené des échantillons de la Lune qu'on a pu constater qu'en fait, le volcanisme sur la Lune était plus existant depuis très très longtemps et que donc ces cratères devaient être des impacts. Et la raison pour laquelle on pensait que ce n'était pas des impacts, c'est parce qu'ils sont tous circulaires, ces cratères. Et les gens pensaient que si un projectile tape la Lune, il arrive à n'importe quel angle. Et si j'arrive avec un angle qui n'est pas vertical, logiquement, mon cratère doit être plutôt allongé, elliptique en forme. Et c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas compris que quand un impact se produit, ça arrive à très haute vitesse. Et en fait, le projectile explose à une profondeur qui est à peu près équivalente à ce rayon. Donc en fait, l'analogie d'un impact sur une planète, c'est une explosion. Et une explosion, la plupart du temps, enfin, quasiment tout le temps, ça crée un trou qui est circulaire, à moins d'être vraiment très 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 rarement. Donc du coup, il y avait... Et à partir de là, on s'est dit, il y a quand même des objets qui viennent dans le système solaire interne, dont la Lune nous garde la trace. Est-ce qu'on a été leurré par ce qui s'est passé le 30 juin 1908 en Sibérie, avec quelque chose qui ressemble à une collision, mais finalement aucune trace de l'impacteur, aucun caillou, rien à se mettre sous la main? Alors bizarrement, c'est une grande question aussi pour moi. Donc le 30 juin 1908, il y a un objet qui a explosé dans l'atmosphère. Il devait faire 50 mètres de diamètre et ça a pulvérisé 2000 km² de forêt. Il y a même eu des témoignages, il y a même eu apparemment des blessés, des enregistrements sismiques aux États-Unis. Enfin, ça a été quand même un événement majeur. Et en fait, c'est dans les années 2000 qu'on a vraiment considéré cet événement-là comme un événement important dans cette thématique, et qui est d'ailleurs à l'origine du jour des astéroïdes, tous les 30 juin, qui est donc un jour
qui a été validé par l'ONU, et tous les 30 juin, on célèbre, entre guillemets, cette science des astéroïdes en éduquant le public à ce que les astéroïdes nous apprennent. Et vous verrez, c'est passionnant, et aussi à comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger. Donc ça n'a pas été vraiment l'événement révélateur. L'événement révélateur, en fait, qui a créé les premières démarches politiques, des intentions, hein, sans rien d'autre, mais c'était déjà ça, c'était le passage de la comète Shoemaker-Levy vers Jupiter. Donc elle avait fait un premier passage qui, à cause des forces de marée exercées et du fait qu'elle était peu dense et peu résistante, l'avait cassée en 21 morceaux. Et on a pu prédire que ces 21 morceaux rentreraient en collision avec Jupiter en juillet 1994. Et en fait, évidemment, mais on le voit même pour notre propre vie, hein, il faut qu'on fasse sa propre expérience pour se dire qu'il faut faire quelque chose quand on a un problème. Ouais. Et là, c'était la première fois que l'être humain pouvait observer en temps réel une collision. C'est-à-dire que c'était plus quelque chose qu'on lisait dans les livres. Ça se passait. Et quand on a vu en plus l'effet de ces fragments dans l'atmosphère de Jupiter, on s'est rendu compte que, quand ça arrive, ça peut faire mal. Tu t'en souviens ? Ah oui, je m'en souviens, oui. Oui, c'était 21 impacts sur Jupiter. Sur 7 jours, c'est ça. Sur 7 jours, avec à chaque fois. Ouais, c'était incroyable. Et donc là, c'était vraiment le moment où on pouvait se dire bon, ben, certes, ça arrive pas fréquemment, heureusement, mais ça arrive, et ça arrive à notre époque, puisque c'était en temps réel. Et donc, à partir de là, le Conseil de l'Europe a fait une résolution. Bon, dans des mots, hein, comme toujours, les politiques, avant d'avoir les budgets, déjà, il faut qu'ils aient les intentions. Donc, on a démarré comme ça. Et puis, le Congrès américain, lui, a pris les choses plus au sérieux, puisqu'en 1998, il a demandé à la NASA de découvrir tous les objets potentiellement dangereux plus grands que 1 km en 10 ans. 1 km, c'est le seuil de taille à partir de laquelle un objet, peu importe où il tombe sur Terre, ça a des effets globaux. Donc là, il y a eu vraiment alors sans beaucoup de budget, mais en tout cas, une exigence côté américain de faire l'inventaire. Les États-Unis déclarent les astéroïdes menace nationale. Alors ça, c'est très intéressant. Oui. Alors c'est même la Maison-Blanche. Hein. Les rapports sont publiés par la Maison-Blanche. Et ils ont créé un bureau de défense planétaire en 2016 pour pouvoir, avec son budget, et qui fait même des missions, puisque la mission DART a été payée par ce budget-là, et une mission dont on va peut-être parler après, qui veut faire l'inventaire de tous les objets plus grands que 140 mètres depuis l'espace, va être financée par ce programme. Donc il y a vraiment... mais ce qui est très intéressant, alors c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, en 2013, c'était 2013, le 15 février, alors petite anecdote, on a maintenant des groupes de travail sous l'égide de l'ONU pour essayer d'organiser une réponse coordonnée à l'échelle internationale à ce problème. Parce que le jour où ça arrive, qui fait quoi ? Si on prédit qu'il y a un objet qui nous arrive dessus, en pratique, qui fait quoi ? Quel pays ? Quelle industrie ? Enfin, le temps qu'on se décide, le truc qui nous est arrivé dessus, et on n'est plus là pour en parler. Donc, en fait, on s'est dit, non, il faut prévoir tout ça en amont. Donc, on a mis, je la fais courte, mais on a mis à peu près une dizaine d'années dans un groupe à l'ONU pour recommander 2 groupes qui essayaient de mener cette action coordonnée. Et on se réunit en 2013 et boum, alors qu'on est en session, il y a un objet qui explose au-dessus de la ville de Chelyabinsk en Sibérie. Chelyabinsk. 35 bombes d'Hiroshima en énergie, à 27 km dans l'atmosphère, il devait faire une vingtaine de mètres. Chelyabinsk, que personne ne connaissait, alors que je crois que c'est en 1994, il y avait un workshop sur les risques d'impact dans cette ville-là. Donc c'était bien choisi, puis le jour où on se réunit à l'ONU, il se trouve que ce jour-là, en même temps, il y avait un objet dont on savait qu'il passait près de la Terre, et là, ça a été panique. Les journalistes pensaient que c'était un fragment de cet objet qui tombait sur Terre, alors que ça n'avait rien à voir. Donc là, la communication, etc. Et pour dire l'importance, c'est que, bon, moi, je suis un petit peu connu par les journalistes dans ce domaine, donc ils m'ont appelé pour savoir ce qui se passait. Par contre, c'est tout. Il n'y a pas eu d'appel, ni de politique, ni rien. Peut-être tant mieux. Mais côté NASA, Charles Bolden, qui était l'administrateur de la NASA, a été convoqué au Congrès, qui lui a dit, mais... c'est quoi ça ? Comment ça se fait ? La NASA n'a pas vu venir cet objet-là. Et il a été malin. Il a dit, écoutez, ça fait des années que je demande du budget pour ça. Si vous ne me le donnez pas, on ne peut pas savoir. L'état des lieux aujourd'hui. Combien connaît-on d'astéroïdes ? Combien sont dangereux ? Combien sont inconnus ? Et comment sait-on ce qu'on ne connaît pas ? Alors c'est vrai qu'on a démarré vite. Donc déjà, les astéroïdes, la plupart sont entre Mars et Jupiter, dans une ceinture qu'on appelle la ceinture principale.
Alors, il y en a des nombreux. Hein. Le plus gros fait 950 km de diamètre. On descend très vite en taille. On a à peu près 1 million de corps plus grands que 1 km. Mais si j'étais en solo dans mon Faucon Millennium, je traverserais la ceinture sans en voir aucun, parce que même s'ils sont nombreux, l'espace est très grand. Hein. Ils sont tout petits. Donc, au contraire, il faut jouer avec toutes les lois de la mécanique céleste pour espérer atteindre un de ces objets-là. Donc là, on a beaucoup de corps, mais ça représente 1/1000 de la masse de la Terre. Hein. Et la plupart de la masse, d'ailleurs, est dans les gros. Donc ça, c'est dans la ceinture. Ensuite, on a une population dont la plupart vient de la ceinture des astéroïdes, on pourra évoquer pourquoi, et qui sont donc ces fameux géocroiseurs. Et là, on a à peu près 1000 corps plus grands que 1 km de diamètre. Ça y est, on a fait le recensement de plus de 90% d'entre eux. Et le reste, ce n'est pas les plus dangereux parce que c'est ceux qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont sans arrêt de l'autre côté du Soleil quand la Terre est. Donc, du coup, ils ne sont pas dangereux. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et ensuite, on a à peu près 16 000 corps plus grands que 140 mètres. Donc, pourquoi je prends ces tailles-là? 1 km, je vous l'ai dit, c'est le seuil de catastrophe à l'échelle du globe. 140 mètres, c'est un impact à l'échelle régionale. C'est plusieurs milliers de bombes d'Hiroshima en énergie. Et là, on n'en connaît que 40%. Donc, on aimerait bien découvrir les 60% restants. Et c'est même avec les grands télescopes, le Vera Rubin là, en construction, enfin, qui devrait être actif l'année prochaine, et les autres, il faudrait des décennies. Alors que depuis l'espace, on peut le faire en 10 ans. Donc l'idée, c'est l'idée de la mission NEO Surveyor de la NASA, qui devrait être lancée en 2028, c'est en se mettant sur un des points stables qu'on appelle le point de Lagrange entre la Terre et le Soleil, on peut faire l'inventaire et le suivi de ces objets en 10 ans. Donc ça veut dire qu'on devrait, d'ici 2040, avoir une bonne connaissance de la menace à court terme, probablement nulle, parce que les fréquences d'impact, c'est les dizaines de milliers d'années pour ces objets-là, et au moins pouvoir anticiper, on verra plus tard, j'anticipe aussi, qu'on a intérêt à pouvoir anticiper si un truc nous arrive dessus. Comment sait-on qu'il y a 60% d'inconnus? Comment détermine? Ah oui, alors ça c'est. Comment est-ce qu'on détermine effectivement, cela? parce que si on le sait, c'est qu'on les connaît tous. Tu n'as pas répondu à la question. Voilà. Alors comment sait-on qu'il y a 60% d'inconnus? En fait, on a fait des modèles de population de ces objets, purement théoriques. C'est-à-dire qu'on a, dans les années 2000, identifié d'où ils viennent. Donc ils viennent de la ceinture des astéroïdes, hein, entre Mars et Jupiter. Et dans cette ceinture, il y a des zones qui sont à des distances moyennes au Soleil fixes, et dans lesquelles, si un objet tombe là, sa trajectoire circulaire entre Mars et Jupiter s'allonge et finit par croiser la Terre. Et ces zones, on appelle les résonances. Donc il y a un truc très simple. Il y a à 2,5 fois la distance Terre-Soleil une résonance avec Jupiter qu'on appelle 3 sur 1. Vous allez voir, c'est simple. Quand l'astéroïde est là, il fait 3 tours autour du Soleil en même temps que Jupiter fait un tour. Donc il y a une proportionnalité avec un nombre entier entre la période orbitale de l'astéroïde et celle de Jupiter. Donc on a la résonance 3 sur 1, 3 fois une fois, la résonance 5 sur 2, et ça correspond à des distances moyennes au Soleil fixe. Donc les astéroïdes évoluent dans la ceinture, ils se rentrent dedans, ça crée des fragments, ces fragments peuvent diffuser lentement dans ces résonances et boum, être envoyés vers la Terre. Okay, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations en partant de cette ceinture, de ces résonances-là, et on a regardé comment les objets se distribuaient dans le système solaire interne une fois qu'ils croisaient la Terre. Alors évidemment, ça dépend de combien j'en mets dans la résonance 3 sur 1, dans la 5 sur 2. Je n'ai pas tout à fait la même population en fonction de comment je sais laquelle est la bonne. Alors je le sais parce que ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a créé une population synthétique, hein, en balançant des objets dans les résonances, on simule leur observation avec les télescopes terrestres en appliquant les biais de ces observations. Donc je connais les biais, je les applique et je regarde quelle est la population qui me reproduit celle observée avec les bons biais. Et une fois que j'ai celle-là, eh ben, j'enlève les biais et j'ai toute la population. Et c'est comme ça qu'on a pu estimer, on a reproduit donc la population observée, et puis on a le reste, et c'est comme ça qu'on a pu estimer le nombre d'objets, leur distribution orbitale, et ça correspond bien en plus avec les fréquences d'impact qu'on a pu mesurer sur la Lune. Donc du coup, on a plusieurs moyens de vérifier ça. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'un objet de 1 km de diamètre tombe en moyenne sur Terre tous les 500 000 ans. Un objet de 140 mètres tous les 16 000 ans, un objet comme celui qui est exposé au-dessus de Chelyabinsk tous les siècles à peu près, la Tunguska tous les 1000 ans.
140 mètres, quand tu dis effet national, ça veut dire quoi? Oui, alors, alors, il fut un temps où je disais, les astrophysiciens, on n'est pas comme les économistes, on a des grandes barres d'erreur. Maintenant, je sais que c'est aussi leur cas. On est tous dans le même bateau, mais nous, on a quand même c'est un peu à la louche. Hein, donc, ça dépend de la densité de l'objet, de sa vitesse. Ils arrivent à des vitesses au-delà de 12 km par seconde. Ça peut aller jusqu'à 50 km par seconde, donc des dizaines de milliers de kilomètres heure. Mais ça dépend de ça, et c'est pour ça qu'en gros, selon sa densité, en minimal, c'est une belle région comme ma région PACA, et puis ça peut être plus si c'est une météorite en fer qui arrive à très haute vitesse, ça peut être à l'échelle d'un petit pays. Alors, première chose, recensée. On va dire que ça, c'est en cours de travail. Ça devrait être réglé dans les 10-20 ans qui viennent, avec de grands instruments. Il y a encore une incertitude pour les années qui viennent, en quelque sorte, puisque 60% des objets sont inconnus. Deuxième chose, une fois qu'on les aura recensés, il faudra les suivre. Exact. Donc le suivi, il va être fait directement. Donc les NEO surveilleurs, c'est vrai que quand on observe un objet, bon, c'est bien, on sait qu'il est là. Après, on veut savoir où il va. Et le problème avec les géocroiseurs, c'est que leur trajectoire est chaotique. C'est-à-dire que l'issue d'une rencontre avec une planète, parce qu'en fait leur trajectoire est déviée par les rencontres avec une planète, est très sensible aux conditions initiales avant la rencontre. Donc si je fais un calcul du passage vers une planète d'un astéroïde, et que je refais le même calcul en changeant, mais de façon infime, la position et la vitesse initiale, eh bien les deux trajectoires ne vont pas être les mêmes. Alors, quelques rencontres, ça va, mais au bout de certaines, les deux trajectoires n'ont carrément plus rien à voir. Ils ont perdu la mémoire d'où elles venaient. C'est comme en météorologie, on est précis à 5-10 jours, enfin ça dépend, mais nous on est précis à peu près à 50-100 ans, on arrive à faire le calcul. Mais il y a certains cas où même à très court terme, on va peut-être parler d'Apophis, on a cette incertitude. Alors plus on suit longtemps l'objet, plus on a un arc de trajectoire long, et plus on a de précision pour la condition initiale qu'on va utiliser pour le calcul. D'où l'importance de suivre. Et là, les amateurs jouent un rôle extraordinaire parce que ce sont eux qui nous permettent de faire le suivi, parce que les télescopes professionnels, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, pour avoir une couverture de l'ensemble du globe, c'est le réseau d'amateurs et tout ça est bien organisé. Donc, une fois qu'on détecte un objet, on fait le suivi. Et d'ailleurs, on organise même des campagnes, des tests pour, si jamais il y avait un objet dangereux, s'assurer qu'il y a une coordination pour le suivre et éliminer la probabilité d'impact ou la confirmer. Et on fait des campagnes, on prend un objet et on regarde combien de temps on met pour avoir toutes les observations, etc. Et ça marche bien. En t'écoutant, ça me fait toujours penser, il y a eu un avant et un après le film Don't Look Up. Tu l'as vu, ce film, évidemment. Est-ce que ça a eu un impact alors, à la fois sur la communauté scientifique, je pense que ça a fait rire beaucoup de gens, mais sur le pouvoir politique et en particulier, puisque tu travailles sur la défense planétaire, que ça réunit beaucoup de pays au sein de l'ONU, etc. Est-ce que ça a crédibilisé, est-ce que ça a redonné un peu de puissance à ce qui se fait pour préparer justement une réaction à une éventuelle collision entre la Terre et un astéroïde? Oui, alors ça a eu un impact au sens propre du terme, parce que juste après l'impact de DART, donc on était aux États-Unis pour le lancement, donc c'était en novembre 2021. Le film sortait 10 jours après sur Netflix. Et les journalistes étaient convaincus que ça avait été calculé comme ça. Que vous faisiez partie de la promotion. Oui, non, mais c'était ça. Et moi, je recevais des appels, même aux États-Unis, en me disant « Waouh, bravo !» et tout. J'ai dit « Non, en fait, ça fait 20 ans qu'on travaille sur cette mission, on n'a pas calculé quand elle était lancée, on ne savait même pas que le film existerait. » Donc bon, ça c'est l'anecdote. Ça a eu un impact, mais léger, parce qu'en fait, ils ont tellement assisté, et d'ailleurs, je n'ai pas de problème avec ça, avec l'allégorie, avec le réchauffement climatique, et ils ont oublié le fait que, malgré tout, le scénario qui était dans ce film, c'était pas le plus probable, mais c'était pas de la science-fiction non plus. D'ailleurs, la conseillère Amy Mainzer, qui est une amie, qui est d'ailleurs la responsable de ce télescope NEO surveilleur, qui est une fille extrêmement brillante, c'était elle, la conseillère scientifique. Donc, elle a passé des heures avec DiCaprio à lui expliquer tout ça. Et donc, le scénario, en fait, même si c'était une allégorie pour le réchauffement climatique, valait aussi pour les astéroïdes. Parfaitement crédible. Exactement. Et ça, c'est très intéressant parce que ce que j'ai observé, mais je m'en suis aperçu parce que, enfin, je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai galéré des années pour faire passer des missions spatiales. Sur 3, il y en a une qui est passée, comme quoi ça vaut le coup de jouer au loto plusieurs fois.
eh bien, j'ai dû aller voir différents pays pour leur demander des sous. Et comme c'est un risque, c'est une question de perception. Il y a des gens pour qui un risque va être majeur. Moi, je me rappellerai au moment de la vache folle, une amie qui était en train de me convaincre, alors je suis déjà végétarien, donc pas ça, mais qu'il ne fallait plus manger de bœuf, etc. Et elle fumait 2 paquets de clopes par jour. Donc, voilà. Et donc, selon les pays où j'allais, c'était très important pour eux ce risque d'impact. Et pour d'autres pays, c'était pas du tout essentiel. Je dois dire qu'en France, c'était vraiment pas le risque. Enfin, c'était vraiment très basse priorité, même complètement. Pour certaines personnes, même, oh là là, c'est anxiogène, il ne faut pas parler de ça, alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, parce que le discours, c'est de dire qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur notre durée de temps, parce qu'en termes de probabilité, moi qui prends ma moto souvent pour aller à l'observatoire, j'ai plus de risques d'avoir un accident de moto que de me prendre un astéroïde sur la tête. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En revanche, l'avantage qu'on a, c'est que, d'abord, on sait que ça se reconcrétisera sur le long terme. On ne sait pas quand. C'est vrai que ça pourrait arriver plus tôt qu'on le pense. Oui, mais la probabilité... Enfin, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Par contre, ce qui m'empêcherait de dormir, c'est de me dire, je suis conscient qu'il y a un risque qui va menacer un jour les futures générations et qu'en plus, on a les moyens d'y faire face. Si on n'a pas les moyens, bon, on laisse tomber. Mais là, c'est un risque qu'on peut prédire et éviter avec des moyens qui sont raisonnables, qui ne nécessitent pas des verrous technologiques à lever incroyables. Et donc se dire que si jamais un jour ça arrive et que les jeunes générations, qui seront peut-être à ce moment-là, vont devoir improviser, enfin je veux dire, les dinosaures auraient bien aimé avoir une agence spatiale pour les sauver. Hein. Alors depuis septembre l'an dernier, on sait que c'est faisable de se protéger. Alors grâce à une mission dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle DART, donc mission américaine dans laquelle tu as œuvré, participé, et puis il va avoir une suite, on va en parler, avec la première collision, si je puis dire, entre un objet fabriqué par l'homme et un astéroïde, ou en tout cas un satellite d'astéroïde. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce qui s'est passé avec DART et quelles conclusions les scientifiques en tirent? Je sais que c'est très compliqué pour toi de le faire simple et rapide, c'est pas faire simple, de faire rapide, en sachant que les publications viennent tout juste de sortir dans la presse scientifique, mais pour nous. Alors, il y a la version rapide, la version courte et la version longue. La version longue, c'est celle où je raconte comment tout ça est né. On va faire la version courte. Ok, bon, on me posera la question. On pourra parler après de... Non, mais ça montre les galères qu'on a avant d'arriver. Bon. On va y arriver. C'est pas grave. Voilà. Parce que et ça fait tellement plaisir de raconter finalement. Il y en aura d'autres. Voilà. Oh là, celles qui suivent. Oui, ça. Donc, la version courte, c'est que le challenge qu'on avait. Waouh, c'est un challenge de le faire court aussi parce que je suis obligé de. Bon, bref. C'est que on connaissait que la taille de l'objet jusqu'à quelques minutes avant l'impact. Donc, vous imaginez. On va lancer une sonde qui va atteindre 10 mois plus tard un astéroïde qui, à partir de 4 heures avant l'impact, alors que c'est toujours qu'un tout petit point lumineux, devoir naviguer de façon autonome. Donc on n'a plus le joystick pour la guider parce qu'elle est à 24 000 km/h, un machin de 600 kg. Et le challenge, c'est qu'en plus il y avait 2 objets, alors il faut que je raconte pourquoi après, mais le challenge, c'était effectivement... à 24 000 km/h, savoir identifier un objet dont on ne connaît que la taille, qui peut avoir une forme très bizarre, et arriver à s'orienter par elle-même pour taper dedans. Donc ça, c'était vraiment le challenge à faire. Alors, ce qu'on avait pris, c'était un astéroïde double, c'est-à-dire un mini-système Terre-Lune. On a 15% des astéroïdes qui sont comme la Terre et la Lune en petit. Donc vous avez le corps principal, l'équivalent de notre Terre, qui fait 800 mètres de diamètre, et la petite Lune... Alors, lui, il s'appelle Didymos, parce que je vais parler des noms. La petite lune s'appelle Dimorphos, elle fait 150 mètres de diamètre. 150 mètres, c'est rien, c'est un peu plus qu'un stade de foot. Très près du 140 mètres qu'on cherche à... Exactement, c'est pour ça d'ailleurs que c'était intéressant de faire comme ça. Alors, pourquoi? Alors, on a tapé sur la petite lune. Pourquoi on avait fait ce choix-là? Ce qui va me permettre d'esserrer un peu d'histoire. C'est parce que quand on a construit cette mission en 2011 avec un collègue américain qui s'appelle Andy Chang, et puis rejoint par des collègues de l'ESA, je dois citer Yann Carnelli qui a beaucoup aidé à l'ESA, on s'est dit, on avait fait une étude à l'ESA qui s'appelait Don Quichotte, qui, dans les années 2000, début des années 2000, l'ESA m'avait sollicité avec quelques collègues pour proposer des missions pour faire face au risque d'impact. Et on avait recommandé une mission qu'on appelait Don Quichotte, qui consistait à faire un impact avec un projectile qui s'appelait Hidalgo,
Pardon. Non, mais c'est le roman de Cervantes. On est à Paris, je sais bien, mais moi je suis Nice, hein, je peux dire ce que je veux. Et donc Hidalgo, qui était le projectile, qui allait exploser, je ne devrais pas dire ça tout de suite, et l'orbiteur Sancho, qui mesurerait le résultat, observerait l'impact et mesurerait le résultat. Bon, c'est resté dans les cartons à l'ESA, ça s'est jamais fait. Et en fait, en 2011, je parle avec Andy Cheng et un autre collègue, on se dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas réussi à concrétiser ça. C'était cité dans tous les rapports comme le truc à faire pour voir si on arrive à dévier un astéroïde. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait monter une mission, cette fois-ci en se partageant le bébé. L'un fait le projectile, l'autre l'orbiteur, tout en étant un peu indépendant, parce que c'est un moment donné où l'ESA et la NASA s'entendaient un peu pas bien. La NASA s'était retirée de la fameuse ExoMars. Donc il y avait une petite perte de confiance qui a été renouvelée, je vous rassure. Et donc on se disait, si on vend un projet où les deux agences dépendent fortement l'un de l'autre, on a une probabilité que jamais ils accepteront ça. Donc on se disait, bon, un orbiteur pour aller voir un géocroiseur, de toute façon, caractériser ses objets, c'est important, ça fait partie de la feuille de route, il faut connaître son ennemi alors que c'est des amis, mais il faut savoir de quoi ils sont faits, donc ça va. Si on fait qu'un orbiteur qui n'a pas de projectile, de toute façon, on répond quand même à une partie de la question. Mais la question clé, c'est de savoir, mais si on n'envoie que le projectile, est-ce qu'on peut n'envoyer que le projectile et mesurer quelque chose, une déviation? Et c'est là qu'on est arrivé avec l'astéroïde double, on s'est dit, mais attends, si on tape sur un objet qui tourne autour du Soleil, et qu'on observe depuis la Terre. Donc il faut qu'il passe assez près de la Terre. Mais en fait, les vitesses autour du Soleil sont de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Si on envoie une sonde, on l'avait calculé, elle est à 10 kilomètres par seconde, on va faire une déviation. Mais elle sera tellement lente qu'il faudra des mois pour la mesurer. Et elle sera tellement faible que même depuis la Terre, on n'y arrivera pas. Par contre, si on tape sur la Lune d'un astéroïde double, la Lune, elle tourne autour de son astéroïde double en général en quelques centimètres, dizaines de centimètres par seconde. Donc si on tape à très haute vitesse, la déviation va être instantanée. Et donc il s'agira depuis la Terre de mesurer la période, le temps que met la Lune pour tourner autour de son corps central avant. Et ça, on peut le faire parce que si la Lune elle passe devant son corps central, ça assombrit la lumière du corps central. Et puis le temps entre deux assombrissements nous donne la période. Et si on le fait après l'impact, ben, la différence de temps, c'est le changement de période orbitale. Donc on avait vu en 2011, on est vite allé voir, on était au Caltech à Pasadena à ce moment-là, on est vite allé voir dans les catalogues, on a vu qu'un objet en 2022 passait près de la Terre, un objet double Didymos. On s'est dit, bon allez, le temps de se battre pour avoir les fonds, monter la mission, ça peut le faire. Et donc on a choisi cet objet-là pour cette raison-là, c'est-à-dire il passe à 11 millions de kilomètres de la Terre en 2022. Nos collègues observateurs nous disent, parfait pour mesurer la période orbitale, de telle sorte que s'il n'y avait que le projectile, eh bien, on avait une partie de l'information. Tu sais que tu es en train de faire la version longue alors que je t'ai demandé la courte. Hein. Je me suis rendu compte en temps réel, mais c'était trop tard. Donc que s'est-il passé Que s'est-il passé à ce moment-là? Alors, ce qui s'est passé, ce qui était génial, c'est qu'il faut que vous vous rendez compte que cet objet-là, donc on ne connaît que la taille, on avait un modèle de forme du corps principal, parce qu'il était passé en 2003, je pense, près de la Terre, et quand un objet passe suffisamment près de la Terre, on peut l'observer par les radars. Et avec les radars terrestres, on a, par rapport à des télescopes optiques, accès à un modèle de forme qui est un peu plus fidèle. Encore que ça reste un modèle mathématique, mais par contre, on n'avait rien sur la Lune, à part la taille. Donc on a travaillé avec un modèle mathématique de ces deux objets jusqu'à l'impact quasiment. Et donc, le jour de l'impact, on était au laboratoire en charge de DART, dans la salle avec tout le monde, et on voyait en temps réel arriver les images. Et on avait convenu avec la NASA, et ça c'est super que la NASA ait fait ça, de rendre public directement, en temps réel, les images qui arrivaient. Ce qui comportait un risque, hein, parce que si la mission ratait son coup, c'était vu en réel. Hein. Et il y a eu des centaines de millions de personnes qui sont connectées. C'était à minuit et demi en France, donc ceux qui n'étaient pas encore en boîte de nuit, ils avaient peut-être une chance de voir. Les autres, ils étaient couchés. Donc, aux États-Unis, c'était à 7 h le soir, ça allait. Donc, du coup, il y avait beaucoup de monde. Et de me dire que j'étais en train de voir en temps réel les premières images et qu'on donnait au public ce bonheur de vivre enfin ce que moi j'avais déjà vécu dans d'autres missions, mais je me disais c'est fou, c'est trop bon, j'ai envie de partager ça avec le monde entier. C'était super, parce qu'on était aussi ignorant que le public. Hein. On découvrait vraiment. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite, qui est circulée après sur les réseaux, où je crie comme un fou. Bon, le ridicule ne tue pas, donc ça va. Et puis, si ça peut permettre aux jeunes de voir qu'on s'éclate en faisant de la science, c'est bien. Mais voilà, on a découvert, et en fait, lorsqu'on a commencé à retransmettre, c'était 1 heure avant l'impact, on voyait encore pas grand-chose.
c'est vraiment dans les dernières minutes, parce qu'à 24 000 km/h, on est très loin jusque... La dernière image, elle est à 1 seconde et demie de l'impact, on est encore à une dizaine de kilomètres. Donc, et de voir s'approcher et enfin découvrir les images réelles de Dimorphos, qui ressemblait à une espèce de petite goutte avec plein de rochers à la surface, alors que c'est un objet de 150 mètres de diamètre. Donc 150 mètres, ça veut dire que pour vous échapper de sa gravité, il faut sauter à 6 cm par seconde. C'est-à-dire que là, quand Alain me dit de me calmer, que je suis excité, je suis déjà en orbite. Tout est sensible. Donc on se demande comment il peut y avoir autant de rochers qui tiennent alors qu'il y a peu de gravité comme ça. Ce qui, d'ailleurs, nous a montré avant l'impact que le projectile il allait taper dans un champ qui n'est pas une plage de sable à Saint-Tropez. Hein. C'était vraiment très caillouteux et ça crée des complications pour les modélisations. Juste pour bien comprendre, est-ce qu'il y avait d'autres hypothèses ou d'autres solutions pour dévier un astéroïde, autre que la collision? Est-ce que c'est ce qui est le plus probable pour fonctionner? Évidemment, sur le papier, il y a plein de trucs qui marchent. Mais quand on les met en pratique, c'est plus compliqué. Donc je dirais, ce qu'on cherche à faire, c'est à utiliser une technique qui nécessite le moins de connaissances a priori. Parce que hypothèse égale risque. Risque égale coût. Erreur d'ailleurs, on ne devrait pas mettre de budget sur les risques. Mais enfin, pour la défense planétaire, on veut minimiser les risques. Comme je dis, c'est génial parce qu'à chaque fois qu'on va voir un astéroïde, on est surpris, c'est extraordinaire. Je pense que quand il s'agit de se protéger de l'impact, on n'aimerait pas être surpris. Hein, c'est ça le but. Donc le truc, c'est que justement, pour ne pas être surpris, il faut qu'on envisage une technique qui ait besoin du minimum d'informations pour dévier l'objet. Parce que depuis la Terre, on n'a pas du tout accès aux propriétés de surface d'un astéroïde, ni aux propriétés internes, qui sont celles qui comptent pour dévier un astéroïde. Si je veux poser un outil pour forer, je ne vais pas faire le même outil pour un truc en sable et pour une roche dure. Donc du coup, et comme je ne le sais pas à l'avance, ça rend complexe la conception au départ. Donc pour dévier un astéroïde, impacter un objet, il faut quand même de la connaissance. Idéalement, il faudrait connaître sa masse, sa structure interne, etc. Mais on peut essayer de maximiser la chose. C'était le rôle de Dart d'ailleurs, de le faire à l'aveugle et voir si ça correspond à nos prédictions. Après, il y a une autre technique, c'est le tracteur gravitationnel. Donc là, c'est simplement, on ne touche pas l'astéroïde, on se met à côté de lui. Donc mettons que le micro, c'est l'astéroïde. Je vais essayer de ne pas l'enlever pour point. Le micro, c'est l'astéroïde et ça, c'est la sonde. Donc j'approche la sonde et j'attire l'astéroïde par la masse de la sonde vers la sonde. Et ça, c'est super parce qu'on a besoin de quasiment aucune connaissance, à part idéalement la masse de l'astéroïde, mais on peut éventuellement jouer sur la distance pour l'attirer. Par contre, ça nécessite de le faire sur un temps assez long, parce qu'on peut envoyer des trucs énormes dans l'espace, donc c'est une déviation qui est très lente. C'est ce qu'on appelle en anglais un slow push. On se met à côté et puis on dévie petit à petit, sachant que les opérations à proximité d'un petit corps qui n'a pas de gravité, qui tourne sur lui-même, qui peut avoir une forme irrégulière, c'est super compliqué. Hein. On a fait des missions de retour d'échantillons d'astéroïdes et les Japonais, par exemple, ne se sont jamais mis en orbite autour du corps. Ils l'ont suivi. Les Américains, avec la mission d'Irisac, se sont mis en orbite. C'est très compliqué. L'espace reste compliqué. Hein. Les manipulations à proximité, sachant que parfois on pourrait être obligé de le faire quand l'astéroïde est très loin, donc il faut de la navigation autonome. On est en train d'apprendre. Donc c'est pas infaisable. Encore une fois, c'est pas une question de lever un verrou technologique, c'est qu'il faut tester la chose et puis apprendre à le faire. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième technique, tracteur gravitationnel, qui a une conséquence géopolitique quand même à considérer. Ah oui. Parce que comme, évidemment, ça peut marcher que pour dévier des petits objets, on ne peut pas dévier un objet de 1 kilomètre, il faut envoyer un énorme truc. Donc ça peut dévier que des objets qui font des dégâts régionaux, puisqu'ils sont petits. Et c'est une déviation, contrairement à l'impacteur où on essaie de s'assurer qu'on dévie, mais on ne sait pas exactement de combien, ça dépend de tellement de choses. Là, on contrôle la déviation. Donc, on contrôle la déviation d'un objet petit qui fait des dégâts régionaux. Vous voyez le truc ? Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait à l'ONU un groupe de travail qui s'occupe des affaires légales pour essayer de voir. Après, ce que tu veux dire, c'est qu'un dictateur bien équipé d'un tracteur gravitationnel pourrait... avant qu'il maîtrise, on a encore le temps. Mais... Profitons du dictateur et la méthode brutale, celle employée par Bruce Willis dans Armageddon, qui consiste à faire péter une bombe atomique à proximité ou sur l'astéroïde. Ça reste quelque chose qui est considéré comme étant c'est pour ça qu'on a fait Dart pour éviter d'avoir sacrifié Bruce Willis.
Oui, je comprends bien. Mais ça n'aurait pas suffi. Pour un gros corps, c'est vrai que... Alors, la bombe nucléaire, qui est bizarrement un peu tabou en France, alors qu'on est un pays nucléaire, donc, et qui n'est pas du tout tabou dans plein d'autres pays où on discute de ça tranquillement, elle est effectivement la seule qui pourrait nous sauver, soit en cas d'alerte trop tard, soit en cas de très gros objets. Alors l'idée, c'est pas de faire exploser la bombe comme Bruce Willis sur l'astéroïde, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on a beau être des sachants, on comprend rien aux astéroïdes. Enfin non, j'exagère un petit peu, mais pour toutes ces problématiques-là, les missions qui ont interagi avec la surface des astéroïdes pour récolter des échantillons nous ont montré à quel point la réponse mécanique de ces objets est contre-intuitive. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, ils évoluent dans un environnement d'attraction, comme je vous l'ai dit, qui est incroyablement plus faible que celui de la Terre. Et notre intuition est basée sur l'expérience du comportement de la matière sur Terre. Or, on s'est aperçu que quand on est en microgravité, on est dans des régimes de microgravité, la matière se comporte très différemment. Parfois, ça se dimensionne bien avec la gravité, c'est-à-dire qu'il suffit dans les équations d'éliminer la gravité, puis on trouve comment ça va. Mais parfois, non. Et en plus, on s'est aperçu que les images peuvent être trompeuses, parce qu'on peut voir une surface qui paraît solide parce qu'on voit des rochers, et qui, quand on la touche, n'a pas de réaction, comme si on s'enfonçait dans du beurre mou. Alors on a compris pourquoi, mais version courte. Mais voilà, c'est très compliqué, et du coup, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc du coup, pour une bombe nucléaire, je reviens à ça, parce que j'avais oublié, on ne la pose pas. En fait, l'idée, c'est de la faire exploser à proximité, et ce sont les rayons X et les neutrons, qui ont une grande énergie, qui font de l'ablation de surface. Et action-réaction, on fait de l'ablation de surface, une sorte d'évaporation, ça va dans un sens et l'astéroïde va dans l'autre. À condition de s'y prendre très longtemps à l'avance, évidemment. Alors non, justement avec la technique nucléaire, selon les experts, là je suis plus expert de ce domaine-là, mais c'est assez violent pour qu'on puisse le faire à un temps moins précoce que les autres techniques. Sachant que envoyer une bombe nucléaire dans l'espace, évidemment, c'est interdit par les traités internationaux. Oui. Il n'y aura pas de test et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent là-dessus, eux-mêmes disent que ça serait complètement fou d'en faire. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90, oui, où il y avait un problème budgétaire dans un organisme militaire aux États-Unis qui cherchait à des budgets, et c'est pour ça que ça avait fait fuir les scientifiques de ce domaine de défense planétaire, ce qui était une erreur, parce que en fait, le reprendre en main, c'était éviter ça. Après, les militaires, ils n'ont plus besoin, parce qu'un porte-avions, ça coûte 2,5 milliards. DART, c'est 300 millions. Donc, pour eux, c'est pas très... Alors, je ne veux pas perdre mon fil. La collision a lieu entre DART et donc ce petit satellite d'un astéroïde, et vous remarquez que ça marche. Alors non, en fait, oui, on remarque que ça marche, mais... Première constatation, je me rappellerai toujours, on était dans la tente après, comme c'était en septembre à Washington, il faisait bon, donc ils avaient mis des tentes avec, ça s'en est toujours à manger dans les États-Unis, donc plein de trucs sympas. Et il y avait le directeur de la NASA, enfin tout le monde, et puis on était là et on attendait les premiers résultats des observations au sol, et on était sur nos portables liés au site privé de l'équipe, et là on voit les observations du télescope Atlas à Hawaï. Alors on voit un point lumineux dont la luminosité augmente, et puis d'un coup on voit se détacher de la poussière. Et là je me dis, oh là, on a explosé Dimorphos. Ah oui, on l'a cassé en morceaux. Ah, complet. Ah mais là quand on voit ça, c'est impressionnant. Là j'ai vraiment cru que... Ouf, parce que dans les modélisations qu'on avait faites, fort de ce qu'on avait appris des missions passées, et que c'est passionnant, mais là, la résistance mécanique des astéroïdes, c'est pas du tout... ça ne se passe pas de la même manière que sur Terre. Je pourrais vous dire un petit truc pourquoi, après, s'il me demande. Mais en fait, le truc, c'est qu'on savait de ce fait, dans les modélisations d'impact, en faisant varier les paramètres, que le plus probable serait qu'on fasse un cratère et qu'on dévie de quelques minutes la période qui était initialement de 11h55 minutes. Donc Dimorphos mettait 11h55, et on espérait réduire de quelques minutes. Voilà, ça c'était le cas nominal. Mais on trouvait aussi, dans certaines simulations, si on affaiblissait la résistance mécanique de Dimorphos, qu'on pouvait dévier de plus d'une dizaine de minutes et peut-être même entièrement déformer Dimorphos, au lieu de laisser un cratère. On n'avait pas trouvé la solution, on le détruisait, mais on n'avait pas non plus couvert tous les paramètres. Donc on savait que quand même,
Il fallait rester humble. Il se pouvait que, alors qu'on avait dit pendant des années, on est bien au-dessous du seuil d'énergie d'impact, on ne va pas le détruire. Au moment où ça arrivait, puis alors quand on en a vu les images, on s'est dit, ah, et puis alors on a commencé à penser, je dis, oula, il va falloir qu'on revoie la communication sur la sonde Hera qui va aller voir Dimorphos, parce que si Dimorphos il n'est plus là, ça va peut-être expliquer qu'on va avoir un astéroïde avec un anneau autour, un mini Saturne au lieu d'un mini système Terre-Lune. Vous avez tout cassé. Fort heureusement, on a très vite su par les observations radar qu'il y avait quelque chose qui tournait toujours autour. Et grâce à la question que tu vas me poser, on a pu mesurer la période orbitale finalement. Donc il y a eu une campagne d'observation au sol extraordinaire. Il y a des télescopes dans le monde entier, Kenya, Réunion, Antarctique, télescope observatoire de la Côte d'Azur, des amateurs, des professionnels de la science participative qui ont observé ça, des gens qui ne se connaissent pas, qui ont communiqué, et on a pu en quelques semaines mesurer la différence de période orbitale avant-après, montrer qu'elle était de 33 minutes. On a réduit la période de 33 minutes. Et il y a même eu le James Webb donc dans l'espace et le Hubble, pour la première fois, qui ont pointé sur le même objet et qui ont pu observer l'augmentation de la luminosité. À un tel point, c'est que quelques jours après, c'était je crois le 8 octobre, l'observation du Hubble, donc l'impact le 26 septembre au soir. Le 8 octobre, l'image de Hubble, c'était un point lumineux et deux queues comme une comète, qui s'étalait sur une dizaine de milliers de kilomètres. On avait créé une comète, avec en plus deux queues. Alors, c'est pas normal qu'il y ait deux queues, parce que la deuxième queue de la comète, c'est vraiment parce que c'est une comète. Donc, on sait toujours pas trop pourquoi il y a deux queues. Mais en tout cas, ça ressemblait à une comète. C'était incroyable. Donc là, on s'est dit, oula, on a quand même éjecté pas mal de matière, parce que ces queues, c'est simplement la lumière réfléchie de toute cette poussière qui a été éjectée par l'impact. Et d'ailleurs, ça nous a permis de faire le lien avec certains astéroïdes qui, dans la ceinture des astéroïdes, ont cette signature cométaire dont on ne sait pas si elle vient de qu'il y a de la glace et qui sublime. Ou ça pourrait être des collisions. Donc on a pu... voilà. Je veux garder un petit peu de temps pour deux choses, Hera et Apophis. Hera, c'est la mission dont tu es le responsable scientifique, qui suit finalement, et qui est dans la logique que tu nous expliquais tout à l'heure, voilà, d'aller sur place, observer ce qui s'est passé après la collision. C'est Colombo. C'est Colombo. Comme dans Colombo, on connaît le coupable au départ, ouais, et il fait l'enquête après. Nous, c'est pareil. Alors, je dis ça, mais je rigole jaune, parce qu'au départ, on devait être lancé en même temps, caractérisé avant Didymos et Dimorphos avec Hera, et mesuré après. Ça aurait été fantastique, même pour le message. Vous vous rendez compte, le 26 septembre, il y aurait eu l'ESA et la NASA ensemble. Défense planétaire, coopération internationale. Bon, certaines délégations que je nommerai pas n'ont pas voulu financer en 2016. Vous n'allez pas arriver. Alors, vous partez en 2024. Ouais. Vous arrivez en 2026. Fin 2026. Fin 2026. Vous n'arrivez pas trop tard? Non. Alors, c'est une très bonne question, parce que quand on a été retoqué en fin 2016 à la ministérielle, l'ESA se réunit tous les 3 ans pour décider le budget. Puis près, on a failli avoir le budget pour y aller, et puis finalement non. Donc c'était abandonné, et en fait on a pleuré je ne sais pas combien de temps. Je crois qu'on manque d'eau à Nice. J'avais pleuré à ce moment-là, on remplissait tous les nappes phréatiques. Et en fait les journalistes m'appelaient, y compris Nature, pour dire mais c'est incroyable, personne ne croyait, comment c'est possible, c'est une mission géniale. Et ce qui m'a redonné le boost, que là j'allais abandonner, parce que ce n'était pas le premier échec, c'est des jeunes chercheurs, et notamment une jeune chercheuse qui m'a appelé, j'étais au Japon à ce moment-là, en pleurs, en disant mais c'est pas possible, c'était le projet de ma vie. J'ai dit ah non, on peut pas faire ça aux jeunes. Donc je suis allé voir le directeur de l'ESA en janvier, avec Yann Carnelli, le manager de la mission, qui est un type extraordinaire, et on a essayé de le convaincre, parce que lui aussi était très déçu, que ça valait le coup de retenter pour la ministérielle 2019. Et il a posé la même question, il a dit mais attendez, vous m'avez dit de dire aux délégations, il faut qu'on lance en même temps, parce qu'il faut qu'on soit en même temps. Maintenant, vous allez me dire, on va le refaire, mais on arrive 4 ans plus tard. Je fais comment? En fait, en réalité, c'est vrai. On voulait être en même temps parce qu'on voulait observer l'éjection due à l'impact. Et ensuite, faire les mesures qu'on peut faire 4 ans après, parce qu'en astronomie, s'il y a un cratère, il ne changera pas. Si l'objet est déformé, on pourra le voir. Il y a des choses qui vont changer. Maintenant, on a compris. Mais on pourra comprendre ce qui s'est passé. Ça restera compliqué, mais on pourra comprendre ce qui s'est passé. Mais en fait, entre-temps, l'Italie a décidé d'embarquer sur DART un petit CubeSat, mini-satellite, qui a été lâché 15 jours avant l'impact et qui nous donnait la partie qui manquait avec Hera. Donc du coup, on se disait, non, ça vaut toujours le coup, parce que
on va pouvoir voir les premiers éjectats. Alors cette sonde était lancée de telle sorte qu'elle ne pouvait voir que les 3 minutes après l'impact, et puis après elle repartait. Et on a compris qu'en microgravité, un cratère, il peut mettre des heures à se former. Donc on savait qu'on n'aurait pas le résultat final, mais on aurait le résultat intermédiaire qui nous intéressait aussi. Et donc Hera va arriver pour mesurer le résultat final dont on a besoin pour comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, la différence, le changement de période orbitale de 33 minutes ne nous dit pas si on a été efficace. Parce qu'imaginons que j'ai tapé sur un objet très léger. Bah oui, je l'ai dévié. S'il était très lourd, ça veut dire que DART a réussi à expulser beaucoup de matière. Donc on a besoin de la masse de Dimorphos. Et pour avoir la masse de Dimorphos, il faut une sonde qui va faire un rendez-vous et mesurer cette masse. Et à partir de là, on va mesurer le paramètre qu'on cherche à mesurer, qui est quelle est la quantité de mouvement qu'on a transmis à Dimorphos. C'est ça qu'on doit mesurer parce que c'est ça qui nous donnera l'efficacité. Et ça dimensionnera, pour le futur, les impacteurs qu'il faudra fabriquer au cas où il y a un danger. Voilà, et surtout, alors, il faut la quantité de mouvement, puis aussi il faut savoir de quoi est fait Dimorphos, parce qu'il faut que je sache pourquoi j'ai donné cette quantité de mouvement. Est-ce que je l'ai donné alors que c'était une roche monolithique? Est-ce que c'est un agglomérat plein de vide? Enfin, j'ai besoin de toutes ces données-là pour avoir une interprétation non biaisée de ce qu'a fait DART et valider les modélisations numériques d'impact qu'on pourra extrapoler. Et ces modélisations numériques, moi qui en fais, je peux vous dire que les théoriciens, ils peuvent reproduire ce que vous voulez. Par contre, je vais prendre des hypothèses complètement fausses. Je me demandais pourquoi est-ce que tu avais choisi, lorsque tu étais étudiant, le sujet des astéroïdes, qu'on appelait à l'époque la vermine du système solaire, alors que tous les astronomes... Peut-être que je m'identifiais, je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, j'étais ingénieur en aéronautique technique spatiale, et puis je ne faisais pas beaucoup de mécanique céleste, et puis j'ai toujours eu l'amour, j'allais dire, mais c'est presque ça, de me donner des défis. Donc en fait, c'est bizarre parce que je manque d'assurance contrairement à ce qu'on pourrait voir, mais ce qui me sauve, alors ça va déjà pas être humble de le dire, mais c'est l'inverse, c'est mon humilité. Et ça, je le dis aux jeunes. N'ayez pas peur de l'échec, c'est pas grave. Donc prenez des risques, on n'est pas parfait, on peut faillir. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ces échecs pour aller plus loin. Et donc en fait, j'ai toujours tout osé dans ma vie, parce que je me suis toujours dit que de toute façon, comme je ne me prends pas pour un génie, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça confirmera que je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai pas l'ego de me dire que je suis capable de tout faire. Et donc, du coup, mais comme je suis intéressé partout et que j'aime bien justement me tester, quand il y a eu une thèse sur les astéroïdes qui a été proposée quand j'ai voulu faire un doctorat, et que je ne comprenais rien à ce que la personne qui proposait la thèse racontait, j'ai choisi ça. D'ailleurs, les collègues dans le DEA à l'époque, ça s'appelait, m'ont dit « Mais attends, mais t'es fou, c'est incompréhensible. » J'ai dit « Mais c'est ça que j'aime. » Et c'est comme ça, parce qu'en fait, au départ, les premières études sur les astéroïdes, c'était vraiment de la mécanique céleste, comprendre leurs mouvements. Ouais. À l'époque, les ordinateurs n'avaient pas la puissance qu'ils avaient maintenant, donc on faisait beaucoup de théories analytiques, des trucs au départ où je ne comprenais rien. D'ailleurs, partie de choses qu'on ne comprend toujours pas, mais voilà, c'est ça qui me passionne, et c'est pour ça aussi que... J'ai l'impression que tu as un certain goût pour la politique aussi, dans la mesure où, je dirais, la défense planétaire suppose de faire travailler des équipes internationales ensemble, de réunir tous les pays et de dire, bon, attention, c'est une menace commune, ou en tout cas un défi commun à relever. Dans le dernier numéro de Ciel Espace, on parle justement de je crois que c'est le 7e rassemblement qui a lieu autour de la défense planétaire, où c'est comme un escape game, hein, en fait. On réunit des scientifiques, vous vous réunissez, là c'était à Vienne, je crois. Vous vous réunissez et puis vous imaginez une menace, un astéroïde qu'on a découvert avec des paramètres précis, et l'objectif c'est de l'empêcher. Il y a un côté jeu, il y a un côté politique fiction, et pas seulement de la science. Ah oui, absolument. En fait, c'est le problème de tous les risques à faible probabilité mais haute conséquence, qui est le cas d'une pandémie aussi, hein, c'est que c'est multiparamètres. Il y a le paramètre scientifique, savoir prédire, évaluer la menace, le paramètre technologique, comment on y fait face. Pour le virus, hein, déjà prédire, est-ce qu'on a affaire à quelque chose de dangereux, est-ce qu'il est contaminant, etc. Technologique, comment on y fait face techniquement, est-ce qu'on peut mettre au point un vaccin. Et le paramètre politique, une fois que les politiques ont compris ce que les scientifiques leur ont dit, sachant que c'est plein d'incertitudes, comment on décide et comment on coordonne. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à préparer
avec la défense planétaire, c'est qu'on a compris, mais bien avant d'ailleurs que malheureusement l'exemple de la pandémie nous montre qu'on n'avait pas fait ce job-là. Nous, on a commencé à le faire il y a une vingtaine d'années et on n'est pas prêt. Ce qui montre, ça prend du temps. Parce que tous ces paramètres-là, après, il faut les mettre ensemble. Il faut que les scientifiques sachent aussi s'adresser aux politiques. Parce que si j'arrive en disant l'hamiltonien du système, non, il faut être... et parler à un politique, c'est pas la même chose que parler à quelqu'un du public aussi. Donc il y a tout ça. Et moi, il se trouve que... alors ça, c'est quelque chose, c'est vrai. J'aime bien parler avec les gens. J'ai pas peur du public. J'ai grandi dans un hôtel à Saint-Tropez où je voyais les stars du show business en maillot de bain. Donc, ça, voilà. Et du coup, j'ai cet avantage-là qui fait que j'aime. Et puis en plus, j'adore cet enrichissement culturel. Travailler avec des Japonais quand je suis chez eux, après avec des Chinois, avec des Américains, c'est super enrichissant. Oui, je disais, tu es devenu professeur à l'université de Tokyo, ce qui est quand même assez spécial pour la plupart d'entre nous. C'est un lien aussi extrêmement différent de travailler avec des missions scientifiques pour les Japonais, avec les Japonais. Faut être, quand on fait ça, il faut être très flexible. Mais on l'apprend, hein. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de ça, hein. Même moi au départ. Donc, lancez-vous. Moi, c'est vraiment le discours que je dis aux jeunes. Vous allez vous éclater de toute façon. Puis, si on ne vise pas haut, si on vise haut, au pire, on tombe un peu plus bas. Mais si on ne vise pas haut dès le départ, on ne montera pas. Donc, il faut... Et quand on vise l'eau et qu'on atteint... Parfois, on touche à des choses extraordinaires. C'était viser la Lune, parce que si vous la ratez, vous tomberez dans les étoiles. Exactement. Moi, j'ai eu des échecs pour des missions spatiales qui ne sont pas passées. Hein. Et je tourne toujours en positif, ce qui nous arrive tant que j'ai à manger, ce qui est, à mon avis, le plus important, vu le nombre de gens qui ne l'ont pas. Et je me dis toujours, quand même, OK, ça a planté, mais quelle aventure Les rencontres, aller voir des délégations en Europe où le type, il est là, il dort à moitié, il n'a rien à cirer. Mais quand tu dis ça a planté, ça veut dire que c'est une mission qui n'a pas été financée. Qui n'a pas été financée, ouais. On s'est battu en Europe pour avoir une mission de retour d'échantillon 2 fois. Hein. On a fait l'étude 3 ans, enfin ça a été 7 ans de bataille avec des anecdotes. Enfin, j'aurais un livre à écrire là-dessus, en plus de celui que j'ai écrit là. Mais c'est fou. Et de pouvoir accéder à ça, c'est-à-dire vraiment d'être avec les politiques, de comprendre comment ça marche, ça montre aussi, et ça c'est important, que être un homme politique, c'est pas facile quand même, parce que les décisions sont complexes. Et même moi qui fais partie de certains comités, on fait des choix et après mes collègues disent « Ah, mais pourquoi vous avez choisi ça ?» etc. Mais en fait, quand on voit ça d'un regard extérieur, on a l'impression qu'il n'y a qu'à, c'est simple. Mais il y a tellement de paramètres. Et on le voit dans la situation des exercices de défense planétaire où en fait c'est quelqu'un une seule personne a le scénario en tête et nous donne au compte-gouttes les informations pour qu'on mette en place. Alors, une fois, je me suis mis dans le groupe de travail de ceux qui décident de la méthode de déviation. Donc, j'étais avec Rusty Schweikart, qui était un des astronautes d'Apollo et qui adorait ça. Alors déjà, ça barre mal parce qu'on commence par s'engueuler tous, on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il vaut mieux préparer ça à l'avance pour savoir quelle méthode. Mais après, je suis allé dans le groupe qui décide. Et là, quand on vous dit, voilà, là, il y a un astéroïde qui va... Maintenant, on est sûr il va tomber sur New Delhi. Et là, le politique, il dit, OK, on est sûr qu'il tombe? Pas sûr. Selon la densité, il peut exploser très haut dans l'atmosphère, il ne fera rien. Selon la densité, il peut éradiquer New Delhi. Alors, on évacue ou pas? Vous évacuez tout New Delhi, rien qui se passe. Ouais. Vous pouvez... Je comprends pourquoi tu t'es rapproché de Fukushima. C'est ça, ouais. Alors, il y a une chose, je sais, qui est importante pour toi, c'est dans un peu moins de 6 ans maintenant, ça sera le 13 avril 2029. Vendredi. Un vendredi 13 avril 2029. Un astéroïde donc bien connu des astronomes professionnels et amateurs qui s'appelle Apophis. Donc c'est 325 mètres de diamètre. Va s'approcher de la Terre à seulement 31 600 km. D'abord, on en est sûr. Oui. Parce que c'est très près, 31 600 oui, km. Mais j'ai toujours des emails de gens qui me font des équations que je ne sais pas d'où ils sortent et qui disent qu'il va tomber sur Terre. Mais non, alors, je peux vous rassurer sur... Pourquoi Apophis est célèbre et pourquoi est-ce que celui-ci t'intéresse particulièrement? Ouais. Alors, version courte. Apophis est célèbre parce qu'en 2004, on l'a détecté et les premières collisions, les premières estimations nous donnaient collision le vendredi 13 2029.
Déjà, en termes de com, c'est pas terrible de choisir vendredi 13. Après, dire que ça va pas se passer, les gens y croient plus. Et c'est d'ailleurs là qu'on a réalisé, parce qu'on était plusieurs à faire le calcul, et on s'est dit, parce qu'on avait quand même une grosse probabilité au départ, parce qu'on avait une très mauvaise idée de la position, en fait. Qui on prévient? Et c'est là qu'on a réalisé, mais attendez, s'il y a vraiment un truc qui se passe, il n'y a aucune chaîne. À l'époque, on avait rigolé, mon collègue américain, c'était moi, c'est George Bush, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le contacter. Moi, c'est Jack Chirac. Ouais, lui, il est cool, on peut le contacter, mais je ne sais pas comment. Hein. Et puis l'autre, c'était Berlusconi, donc il était mal barré. Et en fait, après, on a découvert qu'il ne rentrait pas en collision en 2029. On a eu plusieurs solutions de collision 2036, 2068 qu'on a écartées, donc il n'y a aucun danger de cet objet. Et on sait précisément où il va venir, à 31 600 km. Et ce qui est extraordinaire, vraiment génial, c'est qu'on va le voir à l'œil nu de l'Europe, de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Donc le vendredi 13 au soir, on est dans la meilleure position pour voir pour la première fois la lumière, hein, pas le rocher, la lumière, à l'œil nu d'un astéroïde. Et là, le truc évident, et qu'on va nous reprocher, à mon avis, si on ne le fait pas, c'est, moi j'ai envie de pouvoir dire à un enfant, tu vois la petite lumière là, eh ben, on a une sonde européenne autour qui est en train de l'observer, parce que l'objet passe tellement près de la Terre qu'il se peut que les forces de marée créent une déstabilisation de la surface, et on voudrait pouvoir observer ça, parce qu'on a compris, sans en avoir parlé beaucoup, que pour comprendre ces objets, leur évolution et tout ce qu'ils peuvent nous dire sur le système solaire en général et la défense planétaire, il faut pouvoir interagir avec eux. Alors soit directement nous-mêmes, soit avoir un laboratoire naturel qui cette fois nous est donné par ce passage, qui va exercer des forces de marée terrestre, et on pourrait voir ce qui va se passer, sachant que, une semaine après la rencontre, la mission Osiris-Rex de la NASA, qui est en train de ramener des échantillons d'astéroïdes sur Terre, ils arriveront le 24 septembre, eh bien, elle va repartir aller voir Apophis, mais les lois de la mécanique céleste font qu'elle n'arrivera que 8 jours après la rencontre. Donc elle nous donnera, avec ces instruments magnifiques qu'elle a, des informations détaillées de l'objet après. Mais on voudrait donc avoir des images avant pour pouvoir comparer, ce qui ferait aussi une super synergie internationale entre les Américains qui font cette fois-ci, c'est l'inverse de Dartera, on pourrait arriver avant, les Américains font l'après, et ça serait génial. Donc en fait, on a des projets actuellement à l'étude, un au CNES par exemple, qui fait une étude avec le Jet Propulsion Laboratory et le JPL à Pasadena, pour envoyer un satellite muni de 2 petits CubeSats. Et ces 2 CubeSats, en fait, tourneraient autour d'Apophis et feraient de la tomographie, comme on le fait pour le corps humain, avec un radar, puisqu'on est expert en radar dans les missions spatiales en France, hein, à Grenoble, Alain Eric, Jodek Hoffman, sont vraiment les experts de la technique radar. Et avec un radar, on balance les ondes, on va dire, radio dans l'objet. Et puis, selon comment elle se propage, ça nous donne des informations sur est-ce que la roche est monolithique, est-ce qu'il y a du vide, etc. Ça nous renseigne sur plein de choses. On pourrait même voir s'il y a des petits mouvements internes qui se produisent. Donc, ça serait assez génial. Et il y a une autre étude, parce qu'on a vraiment envie, c'est à l'Agence spatiale européenne. Et ça serait malin. Alors, je suis impliqué dans les 2 études, parce que j'ai vraiment envie que ça se fasse. Et ça serait malin. C'est en fait... vous savez, en Europe, on a ce problème qu'on met très longtemps à faire les missions. Par rapport à nos collègues américains, le programme scientifique européen met un temps très long à faire des missions pour plusieurs raisons. Hein. On a aussi 22 pays, etc. Et on cherche à voir comment est-ce qu'on pourrait gagner un peu de temps. Donc déjà, prendre un peu plus de risques, ça permettrait de gagner du temps, mais aussi l'utilisation de plateformes déjà existantes. Donc là, la Sondera, on a une plateforme, on va la lancer. Si elle se fonctionne bien, on pourrait la refabriquer en 2 ans. Parce qu'il faut lancer en 2027 pour arriver en 2029, ce que l'ESA n'a jamais fait. Et ça serait un test de voir... Et ça répond... Alors vous voyez, tiens, quand on parlait de mesure du risque, aux États-Unis, il y a un rapport scientifique de l'Académie des sciences qui est envoyé à la NASA, qui s'appelle le Decadal Survey. Donc tous les 10 ans, ils font un rapport pour recommander les grands enjeux scientifiques de la prochaine décennie pour le spatial. Donc, aller voir Uranus, etc. Nous, notre rapport, c'est Voyage 2050. Hein, donc, c'est tous les 10 ans. Ça montre que les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Et pour la première fois, ce rapport contient tout un volet défense planétaire. Donc, ils ont intégré aux États-Unis que la défense planétaire permet aussi de répondre à des grandes questions scientifiques, parce que les informations qu'on contient ont des implications scientifiques fortes. Donc ça, c'est très bien. Et dans ce rapport, il est recommandé de développer des Rapid Reconnaissance Missions, donc des missions de reconnaissance rapide. Parce que, imaginons qu'on a vraiment un objet qui nous arrive dessus. En dépit du succès de DART,
Moi, je peux vous dire que si ça nous arrive de notre vivant, j'aimerais bien qu'on envoie d'abord une première mission précurseur qui nous dit de quoi il est fait, pour optimiser mon projectile et m'assurer qu'on va bien dévier. Hein, parce que le truc à l'aveugle, ça va pour un test. Mais voilà, on aimerait ça. Mais il se peut qu'on ne le sache que très tard, que l'objet arrive sur nous. Donc, monter une mission, il faut qu'on puisse le faire rapidement. Donc, arriver à démontrer qu'on est capable de le faire. Apophis, c'est un excellent moyen à l'Agence spatiale européenne de montrer qu'on est capable de faire ça. J'ai 2 questions. Aujourd'hui, si on découvre un objet qui nous menace et qui arrive à très grande vitesse, on a un numéro de téléphone, on sait qui appeler? Alors, en fait, si vous le savez, c'est que vous l'avez observé et que vous avez donc transmis, parce que ça se fait, ceux qui font ça le font automatiquement, au centre des planètes mineures, les éphémérides, et immédiatement sont calculées les probabilités d'impact au JPL et dans le centre des géocroiseurs de l'ESA. Et une fois qu'on a une grande probabilité, une alerte, tout ça est transparent d'ailleurs, parce qu'on a besoin des amateurs pour continuer le suivi, pour vérifier que la probabilité, en général, elle s'annule, mais si elle ne s'annule pas. Et là, tout de suite, on a à l'ONU un réseau dont je fais partie du comité de pilotage qui s'appelle le réseau international d'alerte des astéroïdes, International Asteroid Warning Network. Et c'est lui qui, à partir de ça, maintenant on est en train de définir des critères. Bon, là, pour l'instant, on ne fait rien. Ou alors, là, on a quand même un problème et on a un autre groupe de travail qui représente les agences spatiales à qui on dit, voilà, là, on a un problème, les agences décident de mettre en place quelque chose. Tu sais que tu n'es pas encore très rassurant, parce que si ta réponse est de dire on appelle l'ONU... Mais absolument. Tu as tout à fait raison. Le problème qu'on a, mais ça sera un problème, c'est le problème toujours, hein, c'est que même l'ONU n'a pas autorité. Il y en a qui ont fait des guerres sans l'accord de l'ONU. Hein. Oui. Donc, il n'y a pas d'autorité mondiale. Ça, de toute façon. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'en établissant des protocoles qui semblent fonctionner, que les décideurs choisiront cette simplicité de les mettre en œuvre plutôt que de se triturer la tête à vouloir inventer des choses. Ouais. C'est ce qu'on espère. Mais, un comité Théodule qui puisse utiliser. Voilà. Il existe un astéroïde Patrick Michel. Oui. Il est dans la ceinture. Aimerais-tu qu'il rentre en collision avec la Terre? Ça, si je reste dans l'histoire. Remarque, s'il tue tout le monde, on ne le saura pas. Non, mais celui-là, il est gros. Ils l'ont choisi gros parce que, en fait, j'ai eu la chance ou l'honneur, les deux, d'avoir un astéroïde nommé quand il n'y en avait encore pas beaucoup. Donc, c'est dans les 7000. Il paraît, c'est un étudiant qui m'a dit ça parce que moi, je ne travaille pas pour la reconnaissance. C'est sympa de l'avoir, mais les prix, tout ça, c'est plaisant de les avoir, hein, mais il ne faut pas se battre pour ça. Donc, en fait, au bout d'un moment, j'oublie même le nom de l'objet. Et il me dit, et là, c'était les étudiants la semaine dernière, parce qu'on a un congrès où on va nommer de nouveaux astéroïdes dans une semaine. Et puis, ils ont dit, waouh, toi, t'es avant 10 000, oh, c'est fortiche et tout. Je dis, ouais, enfin bon. Alors, effectivement, c'était une époque où et en fait, c'était des gros, du coup. C'était les plus connus. Et donc, il est dans la ceinture, je crois qu'il est beaucoup plus gros que moi. Hein. Enfin, c'est pas dur en même temps. Mais... Et pour conclure, que dirais-tu à quelqu'un qui, aujourd'hui, t'écoute, qui est jeune, qui se dit « Waouh, ça a l'air génial comme travail, je peux voyager, je m'intéresse à plein de choses, il y a plein de choses à faire. » Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ton métier? Qui voudrait faire mon métier Alors, je prendrais la formule, je crois que c'est Détouche, j'ai dit ça, faites-le parce que vous ne savez pas que c'est impossible. Et en général, vous y arrivez dans ce cas. Non, en fait, faire le métier de chercheur, alors c'est un débat, c'est extrêmement difficile, mais je dirais si c'est ce que vous voulez faire et que c'est pas autre chose, parce que c'était mon état d'esprit quand ma directrice de thèse m'a dit ça, il faut y aller. Mais il y a plusieurs conditions à réunir et qui sont des conditions que je vous conseille quoi que vous fassiez. Et essayez de vous trouver une passion ou quelque chose qui vous intéresse fortement. Soyez persévérant, c'est-à-dire que si vous vous donnez un objectif, ne laissez pas tomber au premier échec. Soyez passionné, prenez les problèmes non pas comme des difficultés, mais comme des défis à relever, et entourez-vous de gens compétents, parce qu'on ne fait rien tout seul, qui vous donnent une expertise que vous n'avez pas, et vous arriverez à relever des défis incroyables, mais incroyables. Moi, je suis encore un gamin dans ma tête, mais ça je le resterai, et je réagis comme un gamin. D'ailleurs, quand j'ai crié dans la salle, c'est parce que je n'en reviens toujours pas d'avoir accédé à ça. Parce que quand j'étais jeune et que je voyais certains scientifiques faire ce qu'il faut, jamais j'aurais imaginé. Donc, vous voyez, c'est pas impossible.
Par contre, c'est du travail, c'est de la persévérance et c'est beaucoup de plaisir si vous savez transformer les difficultés en des défis que vous acceptez de ne pas relever quand vous n'y arrivez pas et que vous vous réjouissez de relever quand vous y arrivez. Et pour moi, la plus belle reconnaissance, c'est quand j'arrive à faire passer ce message et quand je vois, quand je donne une conférence, etc., les yeux de jeunes briller à ce que je dis. Ça, c'est pour moi, parce que je me dis, voilà, j'ai réussi au moins un moment à fournir ce moment d'émerveillement et ça sert après inconsciemment à ces personnes-là. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Merci Patrick pour ta jeunesse éternelle et pour être venu nous parler science, aventure et exploration. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.